Bonjour à tous, merci d'être toujours avec nous au Festival Média en scène. On va continuer à parler sur cette session d'intelligence artificielle, mais là on va commencer à parler d'argent. Euh, il est 16h49. Donc on en parlait sur la table ronde avant, l'arrivée de ChatGPT il y a 2 ans a vraiment changé la donne et son ouverture au grand public surtout. Depuis, c'est la course aux grands modèles d'IA avec la concurrence féroce entre les différents acteurs, OpenAI, Google, Microsoft et bien d'autres. Et pour se développer, ces modèles ont besoin de toujours plus de data, de toujours plus de contenu. Alors cet essor de l'IA représente à la fois une chance et une menace pour les médias. Ce qui est sûr, c'est qu'il va contraindre l'industrie à repenser ses modèles économiques pour protéger et valoriser ses contenus. Alors, avec les intervenants de notre table ronde, on va donc s'interroger sur l'attitude à adopter pour tirer parti de cette révolution et continuer à monétiser ces contenus à l'ère de l'IA. Comment parler justement avec ces nouveaux acteurs, OpenAI, Google et compagnie. Comment protéger au mieux les contenus d'un point de vue juridique. Est-ce qu'il y a des solutions nouvelles à développer et pour quels bénéfices économiques? Voilà, vaste programme. Pour aborder tous ces sujets, nous avons donc autour de la table 4 experts. À ma gauche, Jérémy Parola, donc directeur des activités numériques du groupe Reworld Media, qui rassemble environ 80 marques. Je vais en citer quelques-unes, pardon pour les autres, Téléstar, Grazia, Les Numériques, Autoplus, et 76 autres. Juste à côté de vous, Annelise Janssen, je prononce bien, Janssen. Vous êtes Chief Business Officer chez Prorata AI. C'est une start-up qui développe des solutions de valorisation des contenus pour l'IA. Je précise à Nice que vous répondrez aux questions en anglais. Vous parlez français, très bien français même, mais vous préférez répondre en anglais. Donc j'espère que tout le monde vous comprendra bien. Ensuite, Nicolas Godmet. Bonjour, vous êtes Chief AI Officer chez OnePoint. Donc, le groupe OnePoint, et vous avez un passé aussi dans les contenus. Vous avez occupé plusieurs postes dans les contenus, notamment chez Orange. Et enfin, Guillaume Montégudet, bonjour, vous êtes membre du directoire de Human 6. Vous éditez entre autres les collections Que sais-je, les presses universitaires de France. Et vous êtes également, autre casquette, président du CFC, l'organisme qui gère les droits d'auteur pour la presse et l'édition. Voilà pour les présentations. Et moi, pardon, je suis Romain Guignot, je suis le chef du service high-tech média et start-up aux Échos. Et je suis ravi d'être avec vous ici. On va débuter la discussion avec une illustration peut-être un peu concrète de ce qu'il est possible de faire avec l'IA dans les médias aujourd'hui, avant de passer au sujet des relations avec les grands acteurs. Et je me tourne donc naturellement vers vous, Jérémy. Chez Reworld, vous avez déjà mis en place, bien sûr, pour vos différentes marques, des outils IA qui vous permettent notamment d'optimiser la production de contenu. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu concrètement ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec ces nouvelles technologies? Je sais que vous avez un concept intéressant de journalisme augmenté grâce à l'IA. Est-ce que vous pouvez nous... Ça fait un peu peur comme ça, mais... C'est la version journalistique de l'homme qui valait 3 milliards. C'est exactement Parfait. Ça. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors globalement, effectivement, chez Reworld Media, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant les dernières tables rondes autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans les différents médias. Chez nous, on privilégie un concept de journalisme augmenté, c'est-à-dire qu'on a identifié un petit peu tous les pain points qui pouvaient ralentir le travail journalistique au quotidien. On a essayé d'y apporter un certain nombre de solutions. Je vais prendre des exemples concrets. Je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais ça fait des années qu'on rabat les oreilles des journalistes sur leur métadescription, leur titre SEO, etc., qui n'est pas la partie du travail la plus intéressante quand on est journaliste ou producteur de contenu. Ça, typiquement, l'IA apporte un certain nombre de solutions pour pouvoir optimiser ça. De manière aussi assez pragmatique, un certain nombre de solutions existent pour maximiser la veille, pour donner des secondes vies au contenu. Il y a un usage qui est très répandu dans nos rédactions, qui consiste à identifier notamment des contenus qui auraient pu faire beaucoup d'audience, par exemple sur Google Discover au cours des derniers mois, qui n'en feraient plus depuis un certain temps,
et qui pourraient potentiellement être intéressantes de remettre à niveau, d'enrichir et de remettre à jour, de manière à leur donner une deuxième vie. Alors ça, c'est des exemples qui ont un impact économique concret, puisqu'à partir du moment où vous avez un gain de productivité, vous pouvez faire des choses plus intéressantes. À partir du moment où vous avez des outils qui vous permettent de donner une seconde vie à vos contenus, les médias vivant de la monétisation de leur audience, qui dit seconde vie, dit seconde audience, et donc dit également second levier de revenus. Donc c'est assez intéressant de voir l'intégralité des processus qui peuvent être mis en place. Et la petite spécificité du groupe, et on a entendu beaucoup parler d'outils, on n'est pas là pour réinventer la roue, pas mal d'outils existent sur le marché. La spécificité du groupe, c'est que ces outils ont été intégrés nativement dans les CMS, donc dans les outils de production de contenu des équipes, et sont mis à disposition sous forme de petits processus qui peuvent être directement activés au moment de la production du contenu, au moment de l'optimisation de ce dernier. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important dans l'aspect de production du contenu, puisqu'on ne force personne à les utiliser, mais ces outils sont plugués comme autant d'assistants à la production de contenu dans les outils de production directement, ce qui veut dire l'industrialisation des process, etc., qui permet de gagner du temps et de gagner de l'argent, et surtout de concentrer des équipes qui ont une forte valeur ajoutée, créative, journalistique, etc., sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que certaines tâches administratives qui prennent des fois jusqu'à 25 ou 30% du temps dans le processus de production d'un contenu. On n'en est pas encore à écrire des articles avec un robot ou... On n'en est pas à écrire des articles avec un robot. Sur l'accompagnement. On est sur l'accompagnement. Après, c'est pas parce que ChatGPT est arrivé que les processus d'automatisation de production de contenu sont arrivés, puisqu'on en parlait en préparant cette table ronde. Ça fait des années que le résultat des élections cantonales sur Le Monde ou Le Figaro sont en partie automatisés. Ça fait des années que les informations météo géolocalisées sont automatisées. À partir du moment où vous avez de la data et un contenu entre guillemets à faible valeur ajoutée journalistique, il y a des processus d'automatisation qui se mettent en place. Mais bien entendu, tous les usages et tous les outils, j'entendais les équipes des Échos parler des chartes autour de l'IA, tous les médias, on va dire normalement constitués, ne produisent pas du contenu de A à Z, et on est plutôt dans des aides à la production que dans une production définitive. D'autant plus que si on se met à produire du contenu full IA pour finalement le voir résumé par ChatGPT au moment d'une recherche, il y a un moment donné où on va être un peu en boucle, et ça risque de donner des résultats pas terribles non plus pour le lecteur final. D'accord. Merci Jérémy. Donc il y a bien un avantage à utiliser l'IA dans un cadre, dans les rédactions, et ça permet aussi de révéler les contenus à forte valeur ajoutée. Je me tourne vers vous, Guillaume, chez Human 6. Est-ce que les enjeux en matière de création de contenu ne sont pas forcément les mêmes que pour un groupe de presse, mais vous aussi, vous voyez une forme de satisfaction dans le développement de ces nouveaux modèles IA, parce que quand on parle d'IA, on parle forcément de contenu. Il faut beaucoup de contenu pour alimenter. Et chez Human 6, précisément, le contenu, vous en avez à revendre. Oui, on en a pas mal. On en a pas mal et des contenus de référence. Bien sûr, la presse a des contenus d'une importance, d'un volume et d'une actualité forte. Les éditeurs de livres et un éditeur comme Human 6, qui est un éditeur de référence, qui porte donc des contenus comme les presses universitaires de France ou les que sais-je, intéresse particulièrement, bien sûr, les acteurs de l'IA. Alors, moi, j'interviens là comme éditeur en général, comme Human 6, mais comme éditeur en général, et puis, effectivement, comme président du CFC. Et ce que je voulais dire, c'était que, effectivement, j'ai entendu la notion de seconde audience. On parle de revente aussi des contenus. Il y a une conviction forte des éditeurs, on parle là business, du fait que les éditeurs sont au cœur et doivent être au cœur du développement de l'intelligence artificielle. On l'est parce que nos contenus sont au cœur du besoin, et on s'en est aperçu progressivement au fur et à mesure du développement de l'IA. On sait que l'IA, dans un premier temps, s'est développée sur des contenus de masse, de plus ou moins bonne qualité. On s'est aperçu, les uns les autres, que, en fait, ces contenus de masse étaient souvent un pillage éhonté de nos contenus, sans autorisation et sans valorisation, et qu'aujourd'hui, on se doit de réagir par rapport à ça. On se doit aussi de réagir parce que, via l'IA et une IA de plus en plus performante, et une journée comme aujourd'hui le montre, on est en mesure de générer des contenus de plus en plus performants qui sont de plus en plus concurrents de nos propres contenus. Dans le monde du livre, c'est aujourd'hui quelque chose de dingue, le développement du nombre de livres produits par l'IA.
Si vous savez que Amazon a été obligé de limiter le nombre de livres qu'une personne peut publier par jour sur sa plateforme. Ce nombre étant de 3. J'ai un auteur à côté de moi. La capacité à éditer 3 livres en une journée, c'est quelque chose de dingue. Alors, moi, j'ai jamais lu un livre écrit par l'IA. C'est fou. Il faudrait que je me rende compte. Oui. Tu pourrais te le faire synthétiser d'ailleurs. C'est plus la logique en fait dans laquelle on est, qui est de dire que nos contenus fournissent une IA, laquelle est de plus en plus performante, sur laquelle potentiellement nous allons intégrer des liens pour ramener le trafic sur nos contenus, mais tout en disant que nos contenus participent au fait que c'est plus la peine de cliquer sur les liens parce que le contenu est tellement bon que c'est pas la peine d'aller voir le lien. Donc le raisonnement va assez loin. Bon, tout ça pour dire que, très rapidement, nous, on est bien évidemment acteurs déterminés. La puissance de l'IA est un sujet formidable. Et donc, comment on s'engouffre là-dedans ? D'abord, on voit tout ça avec quand même pas mal d'admiration. Donc, comme média, éditeur de livres, on se dit un média qui a une capacité de mettre en valeur autant les contenus, c'est quand même très intéressant. Je positive résolument le mouvement en disant mais la base de l'IA, c'est quand même les contenus. Et donc on est face à des acteurs qui nous disent vos contenus sont fondamentaux, ils ont de la valeur. Reste à savoir si on vous demande une autorisation pour les utiliser et si on vous paye pour ça. On le voit avec une certaine gourmandise, parce que si nos contenus ont beaucoup de valeur, on va se parler, on va discuter. Alors... Comment ? Ça, on en parlera plus en détail, mais on va en parler avec un certain nombre de garde-fous. Et puis, on le voit de façon très professionnelle dans le fait qu'on doit effectivement négocier avec les acteurs de l'IA, mais on doit se poser aussi la question, j'ai entendu la table ronde avant, du développement de nouvelles solutions, nouvelles offres, qui sont basées sur l'IA, mais sur nos contenus. Donc là, c'est l'élément clé sur lequel nous réfléchissons, l'IA RAG, et le fait de dire à un moment, on associe la puissance des LMS auxquels nous avons contribué grâce à nos contenus, pour les associer à nos contenus et apporter des solutions éditoriales à haute valeur ajoutée. D'accord. Et là, la transition est toute faite pour Nicolas chez OnePoint, puisque vous aidez justement vos clients dans le secteur des médias à imaginer les nouveaux modèles pour valoriser les contenus. Est-ce que pour le moment, vous rencontrez plutôt de la crainte, effectivement, de ces acteurs-là, ou au contraire de l'enthousiasme, comme Guillaume le disait? C'est vrai que c'est quand même un moment très important pour le secteur. Quel type de solution, quel type de discours vous tenez face à ces acteurs des médias, de la presse aujourd'hui? Clairement, on ressent quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup de craintes, parce que comme Guillaume, tu le disais, il y a des modèles de langage qui existent et on sait qu'ils ont été entraînés sur des volumes de contenu assez massifs et parfois sans demander l'autorisation des ayants droit, parfois sur du flou juridique, la jurisprudence n'est pas forcément très claire et puis dépend des pays. Donc il y a un peu des craintes. Et puis on sent bien qu'il y a aussi des opportunités d'imaginer des nouveaux services qui peuvent avoir de la valeur pour le public, que ce soit que ce soit le grand public, que ce soit un public de pros en B2B ou que ce soit un public intermédiaire, par exemple des chercheurs. Donc on voit des services qui soit se lancent, soit pourront se lancer dans le futur. Donc l'IA, par exemple, est très utile pour des moteurs de recommandation. Nous, on accompagne un certain nombre de groupes là-dessus. Des moteurs de recommandation, c'est évidemment une façon de valoriser davantage les contenus, que ce soit sur des contenus gratuits ou des contenus payants. On travaille pas mal avec France Télévisions, on a beaucoup travaillé avec le Pass Culture, par exemple. Et on peut imaginer, tu évoquais des modèles de RAG, des moteurs, des services conversationnels, des services de recherche conversationnelle. Donc, soit pareil pour le grand public, pour trouver plus facilement, pour améliorer la découvrabilité de contenu en interrogeant un site de médias. Il y a des médias qui font ça, il y a eu des exemples tout à l'heure. Il y a IT for Business qui a intégré un chat sur son accueil qui s'appelle Albert, qui permet d'interroger tout IT for Business. Et
on peut l'imaginer aussi dans des services plus payants à destination de professionnels. Donc, par exemple, si on est l'AFP ou si on est l'INA, nous, on travaille beaucoup avec l'INA, par exemple, pour rendre l'ensemble des archives de l'INA conversationnelles pour qu'on puisse les chercher en langage naturel et trouver à l'intérieur des audios, puisqu'ils ont presque 100 ans d'audio, des vidéos, ils ont 70 ans de vidéos, et pouvoir les proposer plus facilement aux clients de l'INA. Dans l'édition, mon voisin de gauche, le groupe dans lequel tu travailles est actionnaire d'un service qui s'appelle Cairn, qui est à destination des chercheurs, et qui pourrait être modernisé avec de l'IA génératif pour avoir une interface beaucoup plus conversationnelle, beaucoup plus fluide, et du coup apporter aussi de la valeur. Dans la publicité aussi, il y a des choses à aller chercher. On sent bien qu'avec l'IA générative, la possibilité de créer des vidéos va permettre de démocratiser l'accès à la publicité vidéo pour tout un tas d'annonceurs pour lesquels ce n'était pas forcément une possibilité à présent. Et puis l'IA permet aussi beaucoup de ciblage. Donc il y a plein de services à imaginer. Et en parallèle, il y a des accords. On a vu un certain nombre d'accords qui ont été négociés en France, par exemple, entre Le Monde et OpenAI. OpenAI qui a signé avec un certain nombre d'acteurs dans quelques pays, et qui sont des services des accords multidimensionnels qui comportent à la fois une négociation sur le stock, le volume de contenu en stock pour l'entraînement de modèles. Bon, ça c'est intéressant, mais en même temps c'est un one-shot, donc c'est pas forcément extrêmement pérenne. Mais il y a une autre dimension qui est celle plus servicielle, et donc le moteur de recherche lancé par OpenAI, qui est disponible dans ChatGPT, se source auprès des contenus qu'il a négociés pour apporter des réponses documentées. Et donc ça peut être intéressant pour des médias de passer de ce type d'accord, à condition que les conditions soient favorables. Mais parce que, ça va permettre de donner aussi de la visibilité à ces contenus dans ces moteurs de recherche. Quand on pose une question à ChatGPT, il ne va pas forcément apporter des réponses du Parisien ou des Échos, mais il va apporter des réponses du Monde. Donc il y a un élément là qui est important. Et ce type de moteur peut aussi apporter un service additionnel. Par exemple, s'il y a un accord, on peut imaginer que les paywalls disparaissent quand il y a un accord qui a été négocié. En France, par exemple, il y a une très belle start-up qui s'appelle LinkUp, qui essaye justement qui crée une plateforme qui essaye de mettre en relation des utilisateurs de contenu et par exemple des fournisseurs de modèles de langage et des détenteurs de droits. L'idée est de permettre de façon très fluide, presque de rendre le coût du scrapping plus élevé que le coût de passer par ce type de plateforme en ayant des droits de façon légale. Et ça pourrait aussi passer le filtre des paywalls. Aujourd'hui, quand on cherche quelque chose sur les Échos, souvent, si on n'est pas abonné, on tombe sur le paywall. Mais si on est abonné, on n'a pas accès non plus via les modèles de langage. Donc il y a pas mal de choses à imaginer. D'accord. Vous parliez de LinkUp, de ce modèle, effectivement. À Nice, vous, chez ProRata AI, vous êtes aussi une sorte d'intermédiaire, justement, entre une sorte de bridge entre les grands acteurs de l'IA et les groupes de médias. Vous travaillez au UK, au Royaume-Uni, avec Sky News, avec le Daily Mail, avec le Guardian, donc des grands titres de la presse britannique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle? Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement à ces groupes de médias? Est-ce que vous leur donnez un peu des éléments de langage pour pouvoir parler à OpenAI, aux autres? Expliquez-nous un petit peu. Mais bien sûr. Thank you very much. Et en anglais, si vous voulez. To be here. I should practice my French more, but I think I got everything from the panel, and I like the fact that I can go forth after kind of optimization, protection. In the world of authors, it's really scary. I think it's actually 100 books per day, not 3. And sans livres. You can write up to 100 books a day, or not you, but yes, anybody can write up to 100 books a day, and then all the implementations and further deeper engagement. ProRata.ai, we are a media tech company based in Los Angeles,
started with a very clear mission to build a new economic model. The team came together because we were all kind of disgusted when we realized the shoplifting, and that the shoplifting was real, it was not incidental, shoplifting of content from many of you, because it can be done, you know, and some people would say, some large language models would say, we can, so therefore we do. But the team, the experience we have, we thought we have to change this. And particularly our founder, Bill Gross, he built 150 companies. He looked at what was in place, and he said, there's an absolute gap in the market here, because the way to get fair share of revenue that's made in the world of in the era of AI by users paying for AI services using your content, the only way to get some share of revenue is a large legal department that takes them to court, or another large legal department that tries to strike a deal. But those deals are deals. It's not sustainable. Arguably, it's not ethical, and it's not scalable. And our company came together to build a product solution that, you're right, it sits between the publishers and the ecosystem of users, potentially over time, the large language models as well. So how does it work? If you can count it, you can share it. So our premise is we build an attribution model that is able to attribute the original content source of GenAI answers. We don't train a model, we build our own unique RAG store, and that RAG store, we can apply our attribution model to our first-party RAG store as well as third-party RAG store. The way to illustrate it is through an independent attribution bar. Imagine a world where every AI answer through any query at any platform comes with independent attribution. And if, you know, I can send all of you a presentation and an image of what that looks like, it's an independent attribution bar at the top of the page that spells out 30% Les Echos, 30% Le Parisien, 40% the New York Times. That is the contribution, that was the original content that was used to generate this answer. We bring that answer with clear attribution and links back to the original content source. So the company also knows, and we know through our own experience, Bill Gross built pay-per-click. He built one of the first revenue streams for the internet. Our tech team built the advertising engine for Bing. You know, this is a team incredibly unique because we all come with expertise that actually collectively is here to serve all of you. We are pro-rata, we are pro-author, pro-creator, pro-publisher, and we want to make sure that fair share of revenue based on actual attribution can be paid out. We have a number of use cases on how we bring this to market. I'll be very quick. We can do this first party. We launched our own B2C answer engine to prove that attribution works. If you ask, the LLMs, they'll say, c'est impossible. And I can tell you, c'est pas impossible, c'est possible. So we can prove that it works. We are generating revenue through a new ad product. When is the last time you saw a super innovative, great ad format that was not based on what you clicked on yesterday, but it was based on the algorithm knowing you? Not what you clicked on, but what you like, what you're interested in, what you're reading right now. So our platform brings attribution through licensed content from you. In our own B2C environment, we bring answers without hallucination, with clear links back to the original content sources through our license relationships. We share that revenue 50-50 between the platform and the content contributors, all of you in the room. We also deploy this technology third party. We bring third-party AI search to our publishing partners. The company launched in August 2024, not 2023. We signed over 50 big names, over 300 titles, 100 more to come in the next couple of months, I would say. So we know there's interest in the market. We feel incredibly responsible to make it work for all of you, and are very excited to be here.
Thank you. Merci pour cette description. Donc effectivement, une technologie très intéressante qui permet de repérer le contenu qui est utilisé par les LLM et d'où ça vient, et effectivement ensuite de rétribuer à sa juste valeur le contenu original. Ça pose notamment effectivement la question du droit d'auteur, et qui est un sujet très très important pour les grandes plateformes. On a institué le concept des droits voisins, donc ça c'est pour Google et tous les autres, qui garantissent une rémunération pour les éditeurs de presse. Est-ce qu'il faut imaginer un système similaire avec l'IA, Guillaume Montégudé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut concevoir? Si votre question c'est celle de savoir si il faut un nouveau droit spécifique à l'IA, bon, d'abord je ne serai pas forcément compétent pour répondre, mais j'aurais quand même une réponse qui est assez simple, qui consiste à dire qu'en France, à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet, on se pose la question d'une nouvelle loi. Je suis très français alors. Voilà. J'ai inventé. Bon, mais voilà. Mais c'est comme quoi c'est un réflexe assez bien établi. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le droit voisin correspondait à un usage très particulier et à une articulation entre le droit d'auteur et les éditeurs de sites de presse, trouver le moyen de rémunérer les éditeurs de presse. Quand on parle d'IA, et qu'on parle en tout cas de l'IA générative, donc de l'utilisation de contenus, en droit français, ces contenus sont protégés par un truc qui s'appelle le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, il a cette force d'être applicable à de multiples formes d'exploitation, l'IA étant une nouvelle forme d'exploitation des contenus dans une forme qu'on peut considérer peut-être comme étant secondaire, la forme première étant dans nos métiers de vendre des licences, de vendre des abonnements, d'aller en kiosque. Mais quand on est dans le monde de l'IA, on a des acteurs qui, quelque part, viennent nous acheter des contenus pour générer leur réponse en IA. À partir de là, il y a quelques éléments simples à rappeler du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est d'abord le fait qu'on ne se sert pas de choses qui ne sont pas à soi. Donc la première des choses sur le terrain du droit d'auteur, c'est de rappeler qu'il y a un droit d'autorisation et que les ayants droit, auteurs, éditeurs, en fonction de qui possède les droits, doivent être en mesure d'autoriser l'acteur d'IA à utiliser les contenus. Il y a eu cette directive européenne qui a introduit le droit TDM, la fouille de texte. La fouille de texte est une exception au droit d'auteur, mais qui s'est empressé de dire qu'à cette exception, les éditeurs pouvaient déroger, donc déroger à une dérogation pour finalement revenir au droit de base, qui est celui d'autoriser, et qu'on exerce maintenant très nombreux éditeurs via l'opt-out, le fait de dire que si vous n'êtes pas autorisé spontanément, vous venez nous demander, et de le mettre clairement dans des CGU, des conditions générales d'utilisation, de le mettre dans des balises, dans les contenus qui permettent aux moteurs, aux crawlers, de venir détecter que, normalement, ils ne sont pas censés se servir. Ça, c'est l'autorisation. La deuxième chose, c'est la transparence. Il y a un point qui est extrêmement important et qui vient d'être exposé, c'est que si on veut pouvoir valoriser nos contenus auprès des acteurs de l'IA, il faut dire qu'on sache qu'ils ont été utilisés. Or, ça a été le gros problème, c'est que pendant longtemps, on ne savait pas qu'ils utilisaient nos contenus. Ça, c'est le premier. Puis après, quand on a su qu'ils pillaient les contenus, on n'a pas su les contenus de qui ils pillaient, puisqu'il n'y avait pas cette transparence. Donc, le droit a évolué de ce point de vue-là. La réglementation européenne pousse le devoir de transparence avec cette notion de résumé suffisamment détaillé dont les juristes pourront gloser pendant des années sur ce qu'est un résumé suffisamment détaillé, sachant qu'en même temps, on est terrorisé par les acteurs de l'IA qui nous disent « Oui, mais en fait, les contenus qu'on utilise, ils font partie du secret de fabrique. Et selon les contenus qu'on utilise, alors si on commence à dire les contenus qu'on utilise, on a un problème, la transparence devient un problème sur le terrain de la concurrence. » Bon, ok. Et le troisième point qui est fondamental, c'est que
dans le droit d'auteur, il y a le droit moral de l'auteur, donc qui passe par l'autorisation, puis il y a le droit patrimonial, il y a le fait d'avoir une juste rémunération pour sa création. Et donc ces trois principes fondamentaux sont au cœur de la réflexion. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive, nous, acteurs, à faire passer, notamment à nos amis de l'IA, c'est que, et je pense que c'est en très bonne voie, c'est que ce n'est pas une barrière, c'est pas les ringards contre les modernes, c'est pas la défense d'un précaré, c'est que les contenus étant au cœur de l'IA, de sa survie, et on voit la problématique de l'IA se nourrissant progressivement de ses propres contenus, avec les effets de bord, hein, comme diraient les informaticiens, les effets de bord que ça a de se nourrir de ses propres contenus et d'aller vers la consanguinité. C'est de faire comprendre aux acteurs de l'IA que le développement pérenne suppose le respect du droit d'auteur. D'accord. Et ça, c'est un discours, Nicolas, peut-être, c'est un discours qui est entendu. Enfin, comment on en parle justement avec ces acteurs-là? Est-ce que vous, dans les échanges que vous avez, là aussi, vous êtes à la fois du côté des médias, et puis, mais vous parlez aussi à ces grands groupes technologiques. On voit bien quel message on arrive à faire passer? Alors, il y a pas mal d'acteurs. Ceux qui ont vraiment pignon sur rue et qui ont aussi les poches très profondes. Et c'est le cas, par exemple, d'OpenAI, mais c'est le cas de Google, c'est le cas de Cohere, par exemple, qui est un acteur canadien. Ceux-là sont prêts à acheter des contenus. Donc OpenAI a fait des deals qui sont souvent avec les plus grands publics, pas avec tout le monde. Et il y a des procès aussi. On pourra y revenir. Hein. Le New York Times, par exemple, avec OpenAI, ou des acteurs, des journaux locaux qui se sont aussi coalisés pour attaquer OpenAI, parce qu'il fait des deals, mais un acteur par pays, et puis après il s'arrête, donc ça ne couvre pas tout le monde, donc ça soulève plein de questions. Mais ces acteurs peuvent être prêts à négocier des contenus, et il y a une fenêtre de tir effectivement pour négocier, parce qu'ils ont besoin alors il y a tout ce qui est contenu frais, d'actu, qui de toute façon c'est des contenus qui se renouvellent en permanence, donc ils vont en avoir besoin, tant qu'on continue de s'informer par des médias, ils vont en avoir besoin tout le temps. Donc ces contenus-là ont une valeur pour que, quand on pose une question à un modèle de langage, il puisse répondre quelque chose de frais, entre guillemets. Après, sur les contenus de stock, en théorie, et pendant un moment, je pense qu'ils vont avoir une valeur, notamment pour les contenus longs, hein, parce qu'on a des modèles qui ont des fenêtres de contexte de plus en plus longues. Il y a 1 milliard de fenêtres de contexte, 2 millions de tokens, je crois, maintenant pour certains modèles de Google. Et par contre, ils ont été entraînés sur des contenus assez courts. Les jeux de données, c'est beaucoup des réseaux sociaux ou des pages Wikipédia ou autres, mais ça reste des contenus relativement courts. Donc avoir des contenus longs, c'est quelque chose qui peut avoir une valeur pour ces modèles. En revanche, tous les contenus qu'ils ont déjà absorbés, c'est pas facile de savoir s'ils les ont absorbés ou pas. C'est pas facile de savoir s'ils ont vraiment respecté les règles anti-crawling, où on dit à un fichier robot, vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit de ce site. Est-ce que c'est respecté ou non? Au début, peut-être pas. Est-ce que quand vous mettez dans vos balises HTML ce qui est prévu par le protocole Text and Data Mining Reservation Protocol, que ce contenu est sous licence et donc il faut un accord de l'ayant droit si vous voulez le scraper, etc. Il y a peut-être certains acteurs de l'open source ou d'un monde un peu gris qui ne vont pas forcément le respecter. Et puis une fois que c'est utilisé, les modèles peuvent utiliser les générations précédentes ou des modèles plus puissants pour s'entraîner. Voilà, donc il y a une fenêtre de tir qui ne va pas forcément non plus durer éternellement, parce que par exemple la dernière gestion de modèle d'OpenAI, O1, O3, pour se rendre meilleur, alors il ne sera jamais bon sur l'actualité, il faudra toujours le brancher à des contenus frais. En revanche, là où il y a une vraie amélioration dans O1, c'est une capacité de raisonnement, et cette capacité de raisonnement, elle est synthétique, c'est-à-dire qu'elle a été créée par l'utilisation de GPT-4 pour évaluer des chaînes de pensée et apprendre à O1 à générer des chaînes de pensée qui sont plus pertinentes que d'autres pour répondre à une certaine typologie de problèmes, pas tous. Donc voilà,
cette fenêtre de tir, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que, certes, ça peut être risqué de s'entraîner sur des données synthétiques, mais en même temps, c'est utile et les humains eux-mêmes apprennent à partir de données générées par d'autres humains. Donc, d'une certaine manière, entre guillemets, qui sont, qui sont, elles, de certaine manière, on pourrait imaginer que des modèles s'entraînent sur des données générées par d'autres modèles, de même que des humains apprennent à partir de choses générées par des humains. Donc dans le futur, moi ça ne me choque pas forcément que des modèles s'entraînent sur des données synthétiques, et je pense que certains font ce calcul-là. Voilà. Après, les acteurs qui ont pignon sur rue auront de toute façon toujours besoin de contenu frais. Ils ont pour le moment besoin de contenu très long, donc il y a une fenêtre de tir à la fois pour les ayants droit d'actualité, pour les éditeurs qui ont des contenus longs, notamment des contenus documentaires comme aux de gauche, qui ont, je pense, une valeur. Donc il y a une fenêtre de tir à jouer. Et évidemment, il faut protéger les contenus. Je pense que tous les médias dans la salle l'ont déjà fait. Et allier un peu la carotte et le bâton, un peu comme le New York Times. C'est-à-dire que, et aussi avoir des approches collectives. C'est-à-dire que les accords entre Le Monde et Open, c'est très bien. Mais si on peut se fédérer, et on est plus fort. Surtout que... par exemple, pour un Llama 3, pour entraîner Llama 3, il a dû ingurgiter 15 000 milliards de mots. Je ne sais pas quel média a 15 000 milliards de mots dans son patrimoine. Je sais pas non plus. Je crois qu'il y en a pas. Pour avoir étudié le patrimoine de certains éditeurs qui ont beaucoup de textes, ça n'arrivait pas du tout à ce niveau-là. Et Wikipédia, pour vous donner une idée, c'est 2 milliards. Ah oui, donc on en est loin. Donc on en est quand même assez loin. Et voilà. Ouais, juste justement sur le, je m'adresse maintenant à Jérémy sur le sujet média. Le risque aussi, c'est la perte de visibilité avec le développement des modèles d'IA, parce qu'effectivement, comme le disait Anis, ce qui est dur, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont chercher leur contenu. Est-ce que face à ce risque-là, comment on lutte? Est-ce qu'il y a des solutions? Vous n'avez pas signé de deal avec OpenAI? Je crois pas encore. Peut-être jamais. Non, mais il y a ce risque d'effacement. Il y a le risque d'effacement, et il y a un point qui est quand même assez important, c'est que concrètement, je pense que j'en ai pris conscience pendant mon repas de Noël, on est tous le vieux de quelqu'un. Moi, je suis le vieux de mes nièces qui ont 12 et 13 ans et qui concrètement sont en train d'être une génération qui est totalement dopée à l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire, c'est une génération qui va prendre comme résultat ce qu'une IA va lui donner. Et donc, mécaniquement, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour identifier que le modèle des médias étant basé sur une génération d'audience, si des personnes ne sont plus amenées à venir sur des sites de médias à moyen ou à long terme, mécaniquement, moins d'audience, moins de revenus, et donc un petit problème dans l'économie des médias. Donc, effectivement, on a un sujet majeur d'usage qui va être un sujet à moyen ou long terme qui nécessite plus qu'urgemment de trouver un moyen de se faire rémunérer nos contenus dans un droit d'auteur, un droit voisin, etc. Là, ce qu'on voit quand même apparaître à l'écran, c'est que les gros acteurs ont une stratégie, comme Google à l'époque des droits voisins, d'extinction d'un certain nombre de risques chez des gros médias. Ils sont allés principalement vers des médias dits IPG, qui sont des gros médias qui pourraient être des sortes de symboles dans les partenariats qui sont mis en place entre les prestataires d'IA et les groupes médias, alors que globalement, ils ont quand même une problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, les modèles économiques relatifs aux IA sont moins du côté des fournisseurs de langage que des surcouches d'IA qui, elles, viennent proposer un service additionnel qui, lui, est rémunéré. Donc on est plus dans l'ordre du symbole. Et effectivement, les extinctions individuelles qui se font parce qu'il y a des impératifs économiques et il y a un intérêt à pouvoir le faire. Mais de manière globale, on a un problème sur l'économie générale de l'utilisation de l'IA. Quand c'est arrivé pour les médias, on s'est dit chouette des outils de production. Et en fait, dans la réalité, c'est merde des outils qui vont nous diminuer notre modèle économique et notre audience. Et on rentre dans quelque chose qui va être assez intéressant. Là, on est dans des discussions de gestion du droit d'auteur, du droit voisin, de la valorisation de nos contenus. Et on va aussi, je pense, à un moment donné, rentrer dans des discussions avec des surcouches qui ont des modèles économiques pour voir comment on peut être incentivé à ces différents modèles économiques. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, on discutait avec un fournisseur de langage qui nous expliquait que son modèle économique allait être basé sur le fait de fournir des revues de presse dans un univers B2B. Il nous proposait un partage de revenus sur les contenus qui étaient utilisés. On a tout de suite ouvert le débat en leur disant, avant de parler d'un modèle économique de partage de revenus sur les contenus utilisés, peut-être on pourrait parler
de la valorisation de l'utilisation de nos contenus pour créer votre outil. Ils nous ont répondu droit dans les yeux qu'ils n'avaient jamais scanné de nos contenus. Donc on parle d'un prestataire de revue de presse qui n'utilise pas les contenus des médias. Ça va être compliqué pour son modèle économique dans longtemps, pour finalement nous expliquer qu'ils n'avaient pas intégré dans leur modèle économique et que ça les arrangeait pas parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent de pouvoir valoriser l'utilisation de la data. Ce qui est un concept assez intéressant parce que, étant à découvert sur mon compte, je pourrais aller à ma boulangerie pour acheter mon pain gratos, puisque comme j'ai pas les moyens, je pourrais globalement partir avec tout ce que je veux dans la boulangerie. Ce qui était un petit peu ce qu'était en train de m'expliquer cet acteur de l'IA. Donc dans les faits, on a un premier sujet qui est une sorte de préjudice. Et à un moment donné, il faut arriver à le valoriser. Je pense que ça doit se valoriser collectivement, même s'il y a des effets d'opportunité et d'aubaine pour un certain nombre d'acteurs. Et ensuite, derrière, on va avoir des modèles des opportunités de modèles économiques qui vont être intéressants de discuter ligne à ligne avec des intermédiaires, avec des plateformes ou en direct avec les différents acteurs pour voir comment on peut être partie prenante. Et cette deuxième discussion, elle est intéressante parce que ça voudrait dire qu'il y a un modèle économique derrière l'IA, alors qu'aujourd'hui, les gros acteurs de l'IA sont quand même dopés au levée de fonds et n'ont pas de modèle économique viable qui permettrait un partage de revenus. Donc on peut caractériser une perte de revenus, mais on a du mal à caractériser une valorisation qui nous permette de faire du partage et on sera très heureux d'être partie prenante. Mais si on nous enlève 15 ou 20% de nos audiences, à un moment donné, il va falloir trouver une façon de valoriser nos droits d'auteur. Et c'est sympa puisque les médias découvrent l'industrie de la musique et du cinéma avec ce genre de discussions, puisque la valorisation du droit d'auteur existe depuis la nuit des temps. Oui. Et que c'est pas pour rien que d'ailleurs la SACEM accompagne pas mal les médias dans ce genre de discussions. Peut-être Anne-Lise, rapidement sur le marché français, justement. Donc vous n'avez pas encore pour l'instant de clients en France. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voyez? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont différents ici avec des médias français ou des groupes français que ce que vous faites déjà avec d'autres dans ces discussions avec les acteurs AI? I mean, because I think everything related to AI Rapidement, monetization. I'll try to be very fast, because I think everything that came across the table, the real threat, the lack of use cases, the high valuations that are, therefore are these companies incentivized to actually build an economic model, or is it all pie in the sky based on high valuations? This is not particularly just on France, but I think Europe. I'm from the Netherlands, so I kind of have one foot in Europe and one foot in the US, and I try to bridge between the two and bring best of both worlds together. It's good. It's good to have that as a goal. I think in Europe we have a couple of things that came across, which is we need a product solution to get people to work together, because we need to work together, but nobody wants to sit around a table and negotiate with their competitors. So we need that product solution. We also need to show that new revenue can be made, because without new revenue, and if you look back at the early days with Google made new revenue, but kept it all for themselves. Our hypothesis is we're going to make new revenue within the industry with an old, well-tested revenue model, which is advertising, but a much better product. And we don't accept the 99% for one platform and 1% for the publishers. So with that in mind, looking at the European market, we are working with 3 markets where there is consolidation, collaboration. Denmark is a good example. They have the DPCMO, which the DPCMO is a licensing body. They can negotiate on behalf of all Danish publishers. They work with us because they like to bring our technology to the table when they negotiate. Because I think, as we established, training data, I don't know what a training data needs our data, but we know that for inference, for answers, your content is needed. So the lesson we're learning or when we look at the European market with a California point of view, American point of view, is that the ability to work together through licensing bodies, we see this in Denmark, we see this in Switzerland, we see this in Spain, and in all 3 cases, our technology is being seen as a use case to bring attribution as a requirement to the negotiation table with the large language models. If I were France, I would say, you have your own LLM. I would collectively go to your LLM and say to that LLM, why don't you work with us? Set an ethical, sustainable model for us
with our beautiful French content, great culture, and and get Mistral to work with you and bring independent attribution to the table. Très bien. Et on invite donc Mistral à venir nous rejoindre sur la table ronde. Merci beaucoup, je crois qu'on est déjà en retard. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, non? Si? Peut-être genre une question, 5 secondes, une réponse 10 secondes. Vas-y. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Alors je vais essayer d'être très rapide parce que je sais que le temps est timé. Alors lors de la table ronde, plusieurs solutions basées sur l'IA ont été évoquées, notamment pour la valorisation des contenus, que ce soit par la donnée, le référencement, les droits voisins. Alors question rapidement un petit peu plus financière cette fois-ci. Selon vous, quel modèle économique pourrait être développé pour dépasser les limites des paywalls actuelles et monétiser efficacement les contenus dans un environnement numérique en constante concurrence, et comment l'intelligence artificielle peut-elle transformer les relations entre les médias en ligne et les annonceurs? Vous avez 4 heures. Alors plutôt sur la deuxième question. On a souvent parlé... Non, on peut en parler après. I can start.